Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Aucun risque d'année blanche ne plane sur l'année scolaire en cours. Serigne Mbaye Thiam rassure les élèves et conseille aux syndicats d'enseignants de revenir à de meilleurs sentiments. Le ministre de l'Éducation, qui s'exprimait au cours d'une rencontre sur l'éducation, a annoncé les résultats prochains d'une étude sur l'évaluation du niveau des élèves en lecture et en mathématiques. Blocus de la Transgambienne, le ministre gambien du Commerce dédramatise le débat. Selon Abdoulaye Diop, il ne saurait y avoir de problème entre le Sénégal et la Gambie et puis la Transgambienne. Une affaire que l'on aurait pu régler depuis bien longtemps avec l'implantation d'une ligne de chemin de fer entre Dakar et Ziguinchor. C'est l'avis de Cheikh Diop de la CNTS-FC. Vous l'entendrez dans ce journal. Les gros porteurs et autres camions ne sont pas tombés sous le charme du nouveau plan de circulation du CETUD. Ils déplorent l'absence de voies de contournement sur certains axes et réclament des mesures pour accompagner le projet. Calvaire des populations de Nord-Foire et Parcelles Assainies. Elles passent des nuits blanches à guetter l'arrivée du liquide précieux et sollicitent l'aide des autorités. Et puis, face à une série de vols, les cambriolages, les magasins en banlieue se barricadent. Caméras, alarmes, agents de sécurité, rien n'est laissé au hasard pour préserver la sécurité des commerces. Enfin, là, le légendaire interprète Prince s'est éteint ce jeudi à l'âge de 57 ans. Le Kid de Minneapolis, auteur de la mythique chanson Purple Rain, était cloué au lit depuis une semaine par une grippe. Le monde s'incline devant une légende de la musique pop. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Impossible de songer, ne serait-ce qu'un seul instant, à invalider l'année scolaire en cours. C'est le patron de l'éducation qui parle. Serigne Mbaye Thiam reconnaît que le gouvernement doit respecter ses engagements. Toutefois, il recommande à certains syndicats d'enseignants de revoir leur méthode de lutte pour ne pas dépénaliser les élèves. Serigne Mbaye Thiam s'exprimait lors de la 3e revue sectorielle du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation. Ces propos sont recueillis dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Depuis plus de 20 ans, l'enseignement au Sénégal est confronté à des séries de grèves. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, propose aux enseignants d'opter pour d'autres formes de lutte pour ne pas handicaper les élèves et au gouvernement de respecter ses engagements pour une année scolaire apaisée. Le problème se pose actuellement au niveau des relations entre le gouvernement et les enseignants. Je pense qu'il y a une introspection à faire. Le gouvernement a la responsabilité de ne pas devoir de l'argent aux enseignants et de respecter les engagements qu'il prend. Les enseignants ont aussi la responsabilité, tout en manifestant leur mécontentement, tout en faisant des revendications, peut-être de changer ou de modifier les formes de lutte. Le ministre de l'Éducation nationale reste catégorique. L'année ne va pas être invalide. Car la grève, estime-t-il, ne concerne pas tous les enseignants. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas une grève continue, c'était des grèves perlées. Le maximum de jours de grève que nous avons constaté, dans des états, le maximum que nous avons constaté, parce que le nombre de jours de grève varie d'un établissement à l'autre, c'est entre 5 jours et 12 jours à peu près. D'ailleurs, Serigne Mbaye Thiam reste optimiste quant au retour des enseignants dans les salles de classe dans les jours à venir. En tout cas, tous les éléments sont réunis pour que les cours puissent reprendre correctement d'ici la fin de l'année. D'ici quelques jours, vous verrez vous-même qu'il y aura une décrépation dans ce secteur-là et que les cours vont reprendre. Le ministre de l'Éducation nationale suggère aux parties prenantes de profiter des grandes vacances scolaires pour organiser une grande rencontre afin de discuter des problèmes de l'école sénégalaise. Nous restons avec Serigne Mbaye Thiam qui s'est également exprimé sur la baisse constatée du niveau des élèves. Le ministre de l'Éducation donne rendez-vous dans les prochains jours pour les résultats d'une étude qui a porté sur l'évaluation du niveau de lecture, du niveau en lecture plutôt et en mathématiques. Fatou Bintou Conté, Thierno Laurent Mendy.
Toutes ces questions-là sont prises en charge. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines. Nous allons restituer les résultats d'une analyse que nous avons eu à faire pour évaluer les compétences des élèves, aussi bien en lecture qu'en mathématiques. Contournement de la Transgambienne, le ministre du Commerce gambien dépassionne le débat autour du blocus de la Transgambienne. Selon Abdoulaye Diop, il ne saurait y avoir de problème entre la Gambie et le Sénégal pour la simple et bonne raison que ce sont des pays frères. Je vous propose de l'écouter au micro de Nafissatou Silla et Modou Diop. Le gouvernement bi la diggante Gambie ak Sénégal ñu ngi cee liggéey bu baax a baax. C'est entre nos deux gouvernements et on y travaille pour trouver la solution. Ce sont deux pays frères. Le plus important, c'est d'unir les deux pays. Quand le ministre Alioune Sarr m'a invité à ce forum, c'est le président Yaya Jammeh qui m'a lui-même demandé de venir. Cela prouve que la paix existe bel et bien entre nos deux pays. Certes, il y a un problème, mais il faut vite trouver la solution à travers des négociations. Ce blocus de la Transgambienne a bien un impact pour les deux pays sur le plan économique et social. Operation social and economic development ci ñaari réew yi yëpp so lii du lu baax ci réew mi ci ñun ñaar ñëpp. Le contournement ou non de la Transgambienne, une question que l'État du Sénégal aurait pu régler depuis fort longtemps. C'est l'avis de Cheikh Diop, le patron de la CNTS/FC, estime que l'édification d'une ligne de chemin de fer ralliant Dakar à Ziguinchor aurait évité à l'État tous ces désagréments. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Pape Faraning et Mardien. Nous pensons qu'il y a une grande part de responsabilité de l'État du Sénégal. Moi, je ne peux pas comprendre que depuis 1960, les États successifs qui ont exercé le pouvoir au Sénégal n'ont pas réglé cette question. Cette question devrait être réglée par une volonté politique. L'État du Sénégal devait aujourd'hui avoir un réseau routier très performant, avoir un réseau ferroviaire très performant et un réseau fluvial très performant qui puisse assurer l'intégration de toutes les entités régionales, l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration économique, culturelle ne devrait s'ouvrir d'aucune entrave. Donc ça, les États devaient normalement prendre toutes ces dispositions-là. Pourquoi ne pas avoir un train qui rallie Dakar-Ziguinchor en 3 heures de temps? Je ne peux pas comprendre que Paris est rallié à Bruxelles en 2 heures de temps par train. Donc aujourd'hui, si c'est un objectif, nous pouvons l'atteindre. Nous devons faire tout pour qu'il y ait un réseau ferroviaire et Ila Ziguinchor, comme on a eu Ila Touba, on s'en félicite qu'on ait Ila Ziguinchor, qu'on ait également des taxis, des bateaux taxis. Mais non, on doit tout mettre en œuvre pour que vraiment les tracasseries que nous connaissons dans la traversée, énormément de pertes de temps. Il y a des camions qui font plus de 15 jours là-bas. Parlons mobilité urbaine à présent. Le nouveau plan de circulation annoncé par le CETUD est destiné à améliorer la fluidité du trafic dans Dakar. Ne séduit pas les gros porteurs. Il déplore l'absence de voies de contournement au niveau de certains axes et revendique des mesures d'assistance pour faire valoir ce projet. La phase pilote du nouveau plan de circulation va porter, vous le savez, sur le tronçon Sacré-Cœur-Liberté 6. Et bien du côté de cet axe, les automobilistes se réjouissent déjà, Maïmouna Ndiaye. Des forces de l'ordre tout au long de cet axe. Ils veillent au respect du nouveau plan de circulation des routes secondaires parallèles aux 2 voies de Liberté 6. Cet automobiliste n'était pas au courant, mais salue l'initiative. À mon avis, c'est une bonne chose. Même si ça ne nous arrange pas, nous qui passons souvent par là. Donc là, je pense qu'on est obligé de passer de l'autre côté pour prendre le rond-point pour pouvoir entrer ici. Mais à mon avis, c'est une bonne chose parce que malheureusement, aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution. Les Sénégalais sont indisciplinés. Vous voyez, il y a énormément d'accidents un peu partout dans le pays. C'est tout juste à cause de l'indiscipline des chauffeurs. Donc je pense que si on fait de cette voie une voie à sens unique, je crois que c'est une bonne chose. Il est aussi prévu d'éloigner les gros porteurs et les charrettes de certaines artères. Ces transporteurs voient la solution ailleurs. On dirait que les chauffeurs de gros porteurs ne sont pas des citoyens. Il faut que les autorités en charge du transport réfléchissent sur comment prévoir des voies de contournement. Les embouteillages sont simplement dus à la forte concentration de véhicules à Dakar. Les gens investissent beaucoup sur le transport
et les routes secondaires ne sont pas nombreuses. Des avis qui ne sont pas partagés par cet automobiliste. Tout ce qui est embouteillage, tout ce qui est blocage sur les rues, c'est causé par les camions. Aussi bien par les camions, les ndiagagnaï, les charrettes. Vraiment, c'est vraiment c'est tout ça qui est à l'origine des goulots d'étranglement. Voilà. Donc, s'ils ont leur propre circuit, je crois que vraiment ça sera un début de solution. Le ministère des Transports terrestres et du désenclavement précise que la coordination sera assurée pour rendre plus fluide la circulation. Nos interlocuteurs attendent de voir des améliorations. Je vous l'annonçais en titre, la banlieue se barricade face à une recrudescence des cambriolages et il y a de quoi. Après Liberté 6 extension, les malfaiteurs ont frappé fort dans des commerces à Pikine. Plus de 65 millions de francs CFA ont été dérobés. Découverte d'images exclusives filmées par les caméras de surveillance avec Asmalik Diop et Salif Sowa. Une scène de vol de téléphone portable filmée par une caméra de surveillance dans une boutique. La gérante de celle-ci n'en croit pas ses yeux. Elle avait volé 2 téléphones. Elle a été filmée par les caméras parce qu'ici il y a des caméras. Quand tu entres ici, il y a des caméras qui te surveillent. On l'a déclaré à la police. Maintenant, on attend les résultats. Jusqu'à présent, elles ne sont pas encore revenues. Les images des caméras de surveillance, une fois données à la police, sont rarement exploitées comme il faut, pensent les victimes de vol. Ce bijoutier a récemment reçu nuitamment la visite d'une bande de malfaiteurs. Ces derniers sont repartis emportant avec eux plus d'1 kilogramme d'or et de l'argent. Le tout est estimé à 65 millions de francs CFA par le propriétaire du magasin. Ce dernier n'a point confiance aux caméras de surveillance, rétroviseurs et autres alarmes, dit-il. Moi, je ne fais pas confiance aux caméras de surveillance parce que les gens qui viennent ici sont masqués. Les caméras ne peuvent pas les prendre leur visage. Bon, ça ne sert à rien d'avoir des caméras de surveillance. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir des armes et puis se défendre, c'est tout. Non, la police, tous les gens qui ont fait les braquages ces jours passés, c'est des gens qui sont masqués. On ne peut pas les reconnaître. Mais le vigile doit être secondé, défend cet agent de sécurité. Avec ses 5 ans d'expérience, les nouvelles technologies jouent un rôle primordial dans son travail selon lui. Alarme bouclier, caméra aussi sont des boucliers. Non, c'est pour nous permettre de faire des recherches en cas de vol. C'est pour nous permettre de faire des recherches. Ça, ce sont les commandes qui consistent à bloquer les alarmes. Malgré toutes les mesures sécuritaires prises, les malfaiteurs continuent d'opérer à Dakar et à l'intérieur du pays sans être trop inquiétés. Le foncier et encore le foncier dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, un terrain de 3 hectares évalué à 9 milliards de nos francs, objet de convoitise. La mairie compte s'opposer par tous les moyens pour sauver le site. Barthélémy Dias indexe les services des impôts et domaines d'être à l'origine du litige. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur était en conférence de presse. Adiatala et Modou Diop y ont assisté le compte-rendu. Après avoir informé toutes les autorités compétentes et usé de tous les recours, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur prend ses responsabilités et compte s'opposer par tous les moyens à la spoliation des 3 hectares appartenant à la commune. Nous ne sommes plus disponibles ni disposés à ce que des fonctionnaires pillent, c'est de ça qu'il s'agit, c'est un pillage organisé de notre foncier. Les personnes qui sont concernées et visées, je pèse bien mes mots, ont tous reçu des baux. Je dis bien des baux, et à plusieurs reprises. Parce que ce sont de hautes responsabilités qu'ils assument dans ce pays. Certaines de ces personnalités ont reçu leurs baux et les ont revendus. L'édile de Mermoz-Sacré-Cœur, qui accuse les services des impôts et domaines, les met en garde. Il martèle que le site ne va abriter autre chose qu'un centre de formation au bénéfice de la jeunesse. Nous avons un problème avec les services du ministère des Finances. Et je souhaiterais dire aux autorités concernées, si nous sommes en République, des instructions venant d'une autorité doivent être appliquées à la lettre. Dans le cas contraire, vous m'excuserez, nous n'avons pas d'autorité, nous avons des autorisés. Mermoz-Sacré-Cœur n'est dans aucune disposition pour accepter ce morcellement. Nous avons un projet sport-études. Nous voulons que les jeunes de notre commune qui rempliront les critères sportifs et académiques puissent avoir, dans le cadre d'un partenariat public-privé entre ces privés et la commune, les opportunités qui leur permettront demain de faire la fierté de ce pays. Il n'y a rien de compliqué.
Le premier magistrat de Mermoz Sacré-Cœur défie en outre le ministère du Renouveau urbain et qui veut exproprier sa commune d'un terrain lui appartenant. Quand le ministère du Renouveau urbain, par le canal de la DESCOS, se permet d'arrêter des travaux d'une commune qui existe de par une loi, le Code général des collectivités locales, sur son propre titre foncier, suite à une délibération du conseil municipal approuvée par l'État, vous comprendrez parfaitement que si la commune ne peut pas travailler dans son périmètre communal, personne ne travaillera dans le périmètre communal de Mermoz Sacré-Cœur. C'est une question de principe. Barthélémy Diaz, au cours de la conférence de presse, a également renouvelé sa menace de reprendre l'espace occupé par les mécaniciens sur l'ancienne piste par tous les moyens. Et en marge de cette conférence de presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur s'est exprimé sur sa destitution probable de son poste de secrétaire élu à l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz minimise et déclare se consacrer à sa commune qu'à autre chose. Nous l'écoutons. L'emploi le mieux rémunéré au Sénégal en termes de rendement par rapport au travail fourni ces députés. Vous êtes payé à ne rien faire. Vous êtes payé à lever la main, à baisser la main. Maintenant, si on vous paye pour lever la main ou la baisser dans l'année à peu près une vingtaine de fois, c'est un travail assez bien payé. C'est assez bien payé. Et comme je n'ai pas envie d'être payé pour ne rien faire, vous comprendrez que même au-delà du poste de secrétaire élu, je suis peut-être même prêt à aller un peu plus loin que le poste de secrétaire élu. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget injecté par l'Union européenne au profit de notre pays, le Sénégal, dans le but de l'aider à renforcer sa lutte contre le terrorisme. L'argent est destiné à financer 7 postes frontaliers. Les frontières concernées sont celles avec le Mali et la Mauritanie. La pose de la première pierre a eu lieu à Dagana en présence d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Le compte rendu. Le Sénégal renforce sa sécurité dans les frontières. L'Union européenne a décidé de financer 7 nouveaux postes pour un coût global de 2 milliards de francs CFA. Pour matérialiser ce partenariat afin de faire face à la porosité des frontières, Dagana a été choisi pour la pose de la première pierre. Ça vient à son heure. Ça permet aujourd'hui aux populations de la commune de Dagana de bénéficier de la sécurisation de nos frontières. Mais pour la première fois, on a un bâtiment un seul bâtiment où la police et la douane vont travailler ensemble. Après Dagana, l'Union européenne va aussi financer 6 nouveaux postes à Diama, Rosso, Podor, Bakel et Kidira. L'objectif est de faire face surtout aux personnes mal intentionnées et au trafic illicite. Alors c'est un projet donc de coopération entre le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne pour appuyer la gestion des frontières. Donc ça a un double objectif en fait. Le premier est bien entendu de renforcer le contrôle et la surveillance des frontières pour tout ce qui est relatif au passage illicite, donc que ce soit de trafiquants, de terroristes ou de toute personne mal intentionnée. Et l'autre objectif bien entendu de faciliter le passage licite à la frontière, donc les passages commerciaux, les passages de riverains, etc. Pour le gouvernement sénégalais, le renforcement de la sécurité dans les frontières est une priorité. L'adjoint au gouverneur salue ce partenariat qui vise surtout à renforcer le contrôle et la surveillance dans cette zone qui est une partie ouverte à la Mauritanie et au Maghreb. Vu le contexte actuel, beaucoup d'efforts sont faits et continuent à être faits par les autorités en matière de sécurité pour assurer la surveillance de nos frontières. Elle est même prévue et souhaitée au niveau du département de Podor, la construction des postes frontaliers existants, mais aussi l'érection de nouveaux postes officiels pour mieux cerner les flux qui se passent au niveau de la frontière. En 2 minutes, on peut traverser le fleuve avec des pirogues de fortune pour rallier la Mauritanie. A rappeler qu'au mois de mai 2013, c'est d'ici qu'Oumar Sarr est parti pour un séjour en Mauritanie. Et retour à Dakar pour parler de cette pénurie d'eau qui sévit toujours dans les quartiers. 26 des parcelles assainies, mais aussi à Nord-Foire. Sur place, c'est un véritable calvaire que vivent les populations, obligées de veiller la nuit pour guetter le retour de l'eau afin de remplir leurs bassines. Une carence qui intervient au moment où la SDE fête ses 20 ans d'activité. Occasion saisie donc par les populations pour les interpeller face à cette dèche qui perdure. Mambiram Diouf.
26 aux Parcelles Assainies, il est 18h passé dans cette maison. Il n'y a presque plus assez de réserve d'eau. Au premier étage, le robinet est à sec et pourtant ce n'est pas dû à une coupure. Au rez-de-chaussée, le liquide précieux coule mais la pression est faible. Un problème auquel beaucoup d'habitants de ce quartier sont confrontés. C'est seulement à 5 h du matin que l'eau coule au niveau du premier étage. Souvent, nous descendons en bas remplir bidons, entre autres. Le peu de stock que nous avons s'épuise très vite. Imaginez vouloir faire le linge, laver les enfants. Nous sommes vraiment fatigués. Autre quartier où le ravitaillement en eau ne se fait pas correctement, Nord Foire. Nous attendons la nuit pour pouvoir avoir de l'eau et s'en servir la journée parce que de temps en temps, nous sommes privés du liquide. À un moment, j'étais aux Parcelles Assainies vers Dior et c'est le même problème que nous rencontrions. Rester des heures sans voir l'eau couler des robinets. Si ça se décante, les premières gouttes d'eau laissent à désirer. L'eau a une couleur rougeâtre dès qu'elle coule après des heures de fermeture. Nous mettons ainsi une goutte d'eau de javel pour s'assurer de la qualité. Ce manque d'eau dans ces foyers qui ne change pas grand-chose sur les factures, dit-il, doit être résolu une bonne fois pour toutes, les autorités concernées interpellées. Nous voulons être servis 24 heures sur 24. Qu'elles nous viennent en aide, surtout nous les femmes, c'est très fatigant. Sans l'eau, nous ne pouvons presque rien faire. C'est vital d'en avoir correctement. La SDE, qui commémore ses 20 ans d'activité, l'évaluation du service rendu aux populations prend sûrement en compte cet aspect, un changement souhaité. Pèlerinage à la Mecque, les récentes nominations d'Abdulaziz Kébé et du docteur Khadim Sylla, respectivement à la tête de la délégation générale pour le Hajj, sont bien accueillis par les voyagistes privés. Ces derniers comptent collaborer de manière fructueuse avec ces éminents professeurs afin de faire du pèlerinage au lieu saint de l'islam une réussite. Ibou Diouf. Après la mise en place d'une délégation, l'autre étape s'agissait de trouver l'équipe dirigeante de cette nouvelle structure qui a en charge l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Deux docteurs à la tête de la délégation, Abdulaziz Kébé et Khadim Sylla. L'organisation actuellement a besoin d'un manager. Et je crois que c'est un grand manager. À côté de lui, un Khadim Sylla que j'ai eu à côtoyer quand il était un peu au ministère de l'Intérieur. Donc c'est des hommes qui peuvent en tout cas apporter une bonne organisation du pèlerinage en relation avec les privés. Je trouve qu'avec ces nominations, l'État a satisfait notre demande parce que l'année dernière, nous avions connu un pèlerinage vraiment désorganisé. On nous a nommé quelqu'un qui est un homme du terrain parce qu'on dit qu'il est spécialisé en droit islamique. Et puis il a participé à divers ateliers concernant le cahier de charge de l'organisation du pèlerinage. La mission de cette nouvelle délégation n'est pas au repos, même si les voyagistes pensent que le Sénégal peut assurer un bon Hajj. Mais tout dépend de la collaboration entre différents acteurs. L'organisation en elle-même, dans le transport, dans l'approche du pèlerin, dans le traitement, parce que c'est tout un ensemble. Depuis un certain nombre d'années, l'organisation du Hajj rencontre d'énormes difficultés. La nouvelle délégation devra faire oublier ses manquements. Il doit y avoir un dialogue de sincérité entre le pèlerin et le convoyeur. Donc on espère que c'est ça, ce dialogue de sincérité que le gouvernement veut rétablir. Qu'il côtoie les gens, qu'il les rencontre, qu'il discute avec eux pour voir comment aplanir certains problèmes qui peuvent se poser. Ensemble, nous trouverons la solution. À quelques mois du départ pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam, les voyagistes privés du Sénégal nourrissent son espoir pour un Hajj à la hauteur des attentes des pèlerins sénégalais. Et nous quittons le domaine religieux pour le monde de l'entrepreneuriat. La CNTS-FC félicite le gouvernement d'avoir eu le courage de revoir sa politique de privatisation. Cheikh Diop, patron de ce syndicat, s'est dit satisfait de la reprise par des Sénégalais d'entreprises telles que Suneor ou encore Transrail. Il s'exprimait lors de la rencontre d'évaluation de l'année syndicale. Nos reporters y ont assisté, Pape Farani Guémardien.
on a mis sur pied le Haut Conseil du dialogue social. Voilà un ensemble de consensus auquel nous sommes parvenus et qu'il va falloir mettre en route pour que le dialogue social soit pacifié pour longtemps. Mais à côté de ces consensus, il y a un passif social. Ce passif social-là qu'il va falloir résorber. Dans ce passif social, nous avons dit qu'il y a les dossiers des ex-travailleurs de la SIAS. Il y a les décisions de justice qui sont favorables aux travailleurs et qui ne sont pas appliquées. Il y a les entreprises en difficulté, mais il y a surtout les accords signés au niveau de l'éducation et au niveau de la santé et qui ne sont pas respectés. Je dis donc, pour mettre en route les consensus auxquels nous sommes parvenus, il faut nécessairement résorber le passif social. Si c'est trop lourd pour être résorbé tout de suite et maintenant, mais nous pensons qu'il va falloir convoquer des assises pour qu'on voie ce qui peut être fait aujourd'hui, tout de suite et maintenant, et décliner un échéancier pour le reste des accords à respecter, mais un échéancier qui soit aussi consensuel dans la durée, mais aussi dans son application, dans sa mise en œuvre. Pour la relance, nous avons constaté là que l'appel d'offres qui a été lancé a été bloqué et il faut bien débloquer cet appel d'offres-là, mais aussi mettre l'accent sur la préférence nationale. Et nous restons dans le monde de l'entrepreneuriat. Le ministère du Commerce s'engage à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Déclaration faite au cours du Forum international sur le financement et la promotion des PME. Les autorités, à travers la direction des PME, entendent également mettre en place des mécanismes innovants pour redynamiser le secteur informel. Compte rendu signé Nafissatou Silla et Modou Diop. Le financement des petites et moyennes entreprises, une question essentielle pour booster les PME, les rendre plus dynamiques. Mais dans beaucoup de pays, l'accès au financement est difficile. C'est le cas au Sénégal. Une étude de la Banque mondiale a révélé que 40% des petites et 30% des moyennes entreprises considèrent l'accès au financement comme un frein majeur au développement de leurs activités. En outre, dans nos États, les crédits au secteur privé atteignent à peine 20% du produit intérieur brut. Il faut inverser cette tendance. On sait qu'une PME, même bien financée, elle a 80% de chances de mourir lors de ses 5 premières années. Ça, c'est mondial, c'est des statistiques. Pour le gouvernement du Sénégal, plus de financement participe à la modernisation du secteur informel et à la création d'emplois. Nous avons comme objectif de nous adresser à la problématique du secteur informel. Vous savez qu'au Sénégal, il y a plus de 2 millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui travaillent sur le secteur informel. C'est près de 600 milliards de salaires qui sont versés par le secteur informel. Donc il est important également que le secteur informel puisse être appuyé, accompagné, mais également modernisé vers la formalisation. C'est dans ce cadre que le FONGIP, le FONSIS et la BND ont été créés pour asseoir un dispositif combiné, développant entre eux des synergies afin d'offrir des mécanismes de financement adaptés aux PME-PMI et soutenir l'entrepreneuriat. Pour trouver des mécanismes de financement au profit des petites et moyennes entreprises, l'État du Sénégal entend mettre sur pied un observatoire des PME. Pour mesurer ce que nous faisons, parce qu'il est important également de savoir où est-ce qu'on en est. Il faut qu'on développe davantage des outils de suivi-évaluation. Au sortir de ce forum, des idées innovantes sont attendues sur le financement, l'encadrement, mais aussi la modernisation des petites et moyennes entreprises. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène au Mali et aux États-Unis avec la disparition de la légende de la musique pop. Prince s'est éteint aujourd'hui à 57 ans. Mais avant cela, nous irons en Côte d'Ivoire où la Cour suprême a rejeté ce jeudi le pourvoi en cassation introduit par Simone Gbagbo. Le point, c'est avec Ibrahim Akane. En Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté ce jeudi le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, décision qui ouvre définitivement la voie au procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne. La Cour a délibéré conformément à la loi et a décidé le rejet de la rétraction formulée par Simone Gbagbo contre la décision du 17 mars 2016, déclare le juge lors d'une audience publique. Le 27 janvier dernier, la chambre d'accusation avait renvoyé l'ex-première dame devant les assises pour crime contre l'humanité. Elle s'était alors pourvue en cassation. Toutefois, le 17 mars, la Cour de cassation avait rejeté ce pourvoi, estimant que son mémoire avait été déposé tardivement.
Au Mali, le groupe djihadiste Ansardine revendique l'enlèvement la semaine dernière dans le nord du pays des 3 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge. Le groupe armé réclame en échange la libération d'un homme arrêté par la force française Barkhane. Le CICR indiquait mardi qu'une de ses équipes avait été enlevée le 16 janvier dernier sans effusion de sang dans la région de Kidal. Ce jeudi, un responsable d'Assardine a déclaré à l'agence France-Presse à Bamako que son groupe réclamait pour les relâcher la libération du guide des 3 humanitaires arrêtés par les forces françaises traquant les djihadistes dans le Sahel. Un fait historique au pays de l'oncle Sam. Pour la première fois, le portrait d'une femme noire va figurer sur un billet de banque américain. Il s'agit d'Harriet Tubman, ancienne esclave combattante de la liberté. On l'appelle la Moïse noire. Née esclave en 1822, Harriet Tubman a aidé pendant des années des dizaines, voire des centaines d'autres opprimés à traverser les routes clandestines qui les séparaient de la liberté. Harriet Tubman s'est beaucoup investie pour la cause féminine, notamment le droit de voter. Elle fut également au premier des rangs dans la lutte contre le racisme. Elle est morte en 1913 et sa mémoire est célébrée chaque année le 10 mars. Le design de ces nouveaux billets sera dévoilé en 2020. Le monde de la pop endeuillé ce jeudi par la mort du chanteur Prince. L'artiste a été retrouvé mort à son domicile dans le Minnesota. Une information révélée par le site d'information américain TMZ. Prince Rogers Nelson, de son vrai nom, avait été hospitalisé vendredi dernier pour une grippe contraignant son jet privé à atterrir d'urgence, indique le site d'information. Avec plus de 30 albums publiés en 35 ans de carrière, le prolifique artiste, également danseur et acteur, a vendu plusieurs dizaines de millions d'albums dans le monde. La page des sports que nous ouvrons donc avec les 16e de finale de la Coupe du Sénégal, avec un choc très attendu entre Jaraaf et le Casa Sport, et Cheikh Tidiane Diawo en ligne pour nous faire vivre les grandes minutes de ce match. Bonsoir Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane, bonsoir. Cheikh Tidiane, apparemment il n'est pas en ligne. Vous disiez donc Cheikh Tidiane, est-il en ligne? Apparemment, il n'est pas en ligne. Juste rappeler peut-être l'information. Donc, choc attendu, une grande affiche. Jaraaf, Casa Sport, pour le moment, 0 but partout. Et nous n'excluons pas de y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, la suite de vos programmes sur TFM. C'est avec Bouba dans Permanence.